téléspectateurs, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre à ce moment. Bienvenue dans votre émission. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous M. Edmond Sadonou. Il est consultant, conseiller agréé en droit d'immigration au Canada, expert comptable, fiscaliste du Canada, commissaire à la sermentation et aux affaires du Canada et PDG des cabinets Canada Expert Pro. M. Edmond Sadonou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir encore une fois. Un plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous justement du droit d'asile, en l'occurrence les réfugiés, les personnes à protéger. Monsieur Edmond Sadonou, nous constatons que les Africains demandent l'asile sans maîtriser tous les paramètres. C'est quoi le droit d'asile, monsieur Edmond Sadonou? Quand on parle de l'asile, du droit d'asile, ça fait référence à la guerre. Ça veut dire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de déplacés. Alors, beaucoup de nations, majoritairement tous les pays des Nations Unies, se sont regroupés et sous une convention et ont décidé de protéger toute personne qui, à cause de la situation des guerres, se trouve à l'extérieur de son pays, et mis à part ça, il a subi un certain nombre de choses également qui, à cause, par exemple, de sa race, de sa nationalité, de la religion peut-être, de la religion, de son appartenance à un groupe social particulier, à cause de certain nombre de ces 5 as-là. Et puis, lors de la convention, plus précisément la convention du 31, la convention de Genève, le 31 juillet 1951, les pays ont ratifié cette convention-là pour pouvoir protéger ces personnes-là. Donc, à l'origine, c'était l'asile, c'est ça. Et donc, on protège les réfugiés, les déplacés, les réfugiés et ceux qui se trouvent sur l'un de ces 5 as-là. C'est ça l'asile d'abord sur les réfugiés. Parce que l'asile, quand on parle d'asile, le droit d'asile, il y a les réfugiés et puis il y a les personnes à protéger. Donc, la Convention de Genève est venue protéger ces personnes-là. Si on y va là, lorsqu'un pays signataire de la Convention accueille quelqu'un, c'est-à-dire accepte quelqu'un, je commence par des avantages comme ça. Il va lui donner un travail, un logement, de la santé, c'est-à-dire les soins de santé. Il va lui accorder la nationalité de son pays, c'est-à-dire si par exemple il se trouve aux États-Unis et qu'il demande l'asile aux États-Unis, on va lui accorder la citoyenneté américaine. Il y a beaucoup d'avantages quand même. Mais beaucoup de personnes pensent seulement aux avantages et ne mesurent pas le revers de la chose. Il y a aussi les conséquences, c'est-à-dire les inconvénients et ça. Mais permettez-moi d'expliquer un peu l'asile dans son ensemble. Parce que là, on parle seulement d'asile, on pense aux réfugiés. Non, il y a les personnes à protéger. Alors, on a remarqué que beaucoup de personnes se sont retrouvées à l'extérieur de leur pays. Et ce n'est pas seulement à cause, ils ne sont pas des réfugiés, c'est-à-dire ce n'est pas c'est à cause de la guerre ou de l'une des 5 actes que nous avons cités. Vous voyez? Et donc, on s'est dit, toute personne qui se trouve à l'extérieur de son pays et qui craint, s'il retourne dans son pays, de subir la torture, de subir des peines cruelles, inhumaines, inusitées, cette personne-là peut être protégée sous la Convention de New York, du 28 décembre 1981. Donc la Convention de décembre 1981, la Convention de New York, vient protéger ces personnes-là qu'on appelle les personnes à protéger. Et quand on les protège, ils deviennent des personnes protégées. Vous voyez? Les autres, on les appelle les revendicateurs du statut de réfugié et les personnes à protéger. Quand on les accorde l'asile, ils deviennent des réfugiés dans ce pays-là et les autres deviennent des personnes protégées, les PP et les réfugiés. Donc, et là, on peut se dire maintenant que l'asile, voilà les 2 volets de l'asile. Maintenant, on comprend clairement que tu peux aussi demander l'asile même si tu n'es pas en situation à l'extérieur, à cette guerre, mais aussi à l'extérieur de ton pays. Par exemple, tu n'as pas besoin de venir aux États-Unis, au Canada, en France, non. Tu peux demander l'asile en Afrique. Il suffit seulement de se rapprocher du Haut Commissariat pour l'UNHCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, qui vont te reconnaître réfugié. Ensuite, tu vas maintenant
contacter un conseil agréé, spécialisé en droit d'immigration, par exemple au Canada, et ils vont te défendre auprès des PVC, c'est-à-dire des ambassades qui se trouvent en Afrique. Et même sans te rendre au Canada, tu peux obtenir le droit d'asile. C'est-à-dire que tu peux être reconnu réfugié ou personne à protéger tout en étant en Afrique et bénéficier de tous les avantages. Et après, on va t'accorder la résidence permanente, c'est-à-dire le visa immigrant, résidence permanente, et tu vas maintenant partir au Canada. Justement, comme vous présentez les nombreux avantages du droit à l'asile, je constate que beaucoup d'Africains voient seulement les avantages, mais ne mesurent pas la conséquence de la chose. Parce que quand vous parlez des avantages, on constate qu'il y a des Africains qui sont quand même, après quelques années, sont rapatriés vers le pays. Absolument, il y en a ça. On rapatrie tous les jours. Pourquoi? Présentez-nous un peu aussi les conséquences Parce qu'on ne demande pas l'asile qui veut. Qui peut demander alors l'asile? On ne demande pas l'asile qui veut. Pour demander l'asile, il faut que les critères, si je prends le droit canadien, dans la loi de l'immigration de la protection des réfugiés, les critères tels que l'article 96 et l'article 97, alinéa 1A, alinéa 1B, qui nous parlent des personnes à protéger et l'autre nous parle des réfugiés, ainsi que la convention, il y a des critères. Mais nous savons pertinemment que les Africains n'aiment pas le formalisme. C'est pour ça qu'ils se trouvent à être déportés du Canada. Donc quand le dossier vient à la SPR, c'est très simple. Le décideur, on les appelle, dans le jargon, c'est des commissaires. Madame la commissaire, le décideur, le juge va rendre sa décision. Il a dit, bon, voilà, écoutez, à la fin, il rend sa décision. Admettons que la décision n'est pas accueillie, c'est-à-dire que ce n'est pas favorable. En ce moment, ça va aller où? On va faire un appel à la session d'appel des réfugiés. En ce moment, si à l'appel, le juge confirme encore la décision de la première instance, en ce moment-là, la personne probablement va commencer par demander l'évaluation des risques avant renvoi. On appelle ça ERA. Ça veut dire qu'on veut déjà te renvoyer. Évaluation des risques avant renvoi jusqu'au CH, jusqu'aux circonstances humanitaires, tout ça. Et donc, l'une des grosses désavantages ou conséquences fâcheuses, c'est que quand ce n'est pas accueilli, c'est que tu risques de retourner dans ton pays. On va te rapatrier. Et toutes les personnes qui vont être de ta famille et tout, ne peuvent plus venir au Canada. Parce qu'ils auront la crainte qu'arrivés là-bas, eux-mêmes vont demander l'asile et être à la disposition du Canada. C'est-à-dire le gouvernement va les prendre en charge, il va leur donner un passeport canadien, on va les nourrir, on va leur trouver un emploi et tout ça. Il y a beaucoup de conséquences positives, mais le risque, c'est qu'on va te renvoyer. Donc les gens, l'Africain ne vient pas regarder. Il faut se préparer préalablement. Donc, sur 10 personnes qui demandent l'asile, 6 sont rapatriées. 6 personnes sont rapatriées. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer par courir, par chercher des voies pour dire je veux rester là-bas. Ils vont trouver des façons de voir se marier et tout, mais ils ont changé la loi. Simplement parce que l'Africain ne prend pas les dispositions préalables pour pouvoir voir des spécialistes qui vont les défendre. L'asile se demande préalablement. C'est-à-dire que ça se prépare avant même de faire la demande. Il faut beaucoup de préparation. Parce qu'on va fouiller toute ta vie, l'histoire et un certain nombre de choses. Il faut beaucoup de préparation. Encore une fois, nous invitons les gens. Si tu trouves n'importe quel visa, tu vas au Canada et que tu veux demander l'asile, va voir des professionnels qui sont spécialisés en droit d'asile et droit humanitaire. C'est eux qui... Parce que le droit que vous voyez là, nous avons des spécialisations. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Non. Ce n'est pas tout le monde qui plaide. Ce n'est pas tout le monde qui s'occupe. Non. Si la personne n'est pas demandez-lui s'il est spécialisé, c'est son domaine. Et s'il est spécialisé devant la cour pour pouvoir défendre. Voilà des dossiers là. Donc, il faut vraiment faire attention et qu'on peut demander également l'asile en étant dans son propre pays, en étant en Afrique. Expliquez-nous cette partie-là, justement. Si tu vas demander, ce n'est pas nécessaire de venir au Canada. Tu n'as pas besoin d'un visa pour pouvoir demander l'asile. La première étape, c'est de faire des démarches auprès du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et donc, une fois que je fais cette démarche-là, le HCR va me reconnaître, va me donner le statut de réfugié.
C'est avec ce statut-là que je vais maintenant faire des démarches auprès du gouvernement canadien. Donc, je vais aller demander des spécialistes agréés en droit d'immigration. Ils sont spécialisés dans le droit d'asile, les droits humanitaires. C'est eux qui vont faire les démarches, vous défendre auprès du gouvernement. Et c'est cela, ça se passe dans les ambassades, dans l'intérieur des ambassades. Il y a une commission, un tribunal, et on va vous écouter avec votre conseil. Et ils vont faire toutes les démarches pour pouvoir obtenir le statut de réfugié ou le statut de personne protégée. Donc, c'est des choses que les gens doivent se renseigner. C'est ça le problème. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Non! J'ai des spécialistes qui s'y connaissent. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, c'est un ami. Ce n'est pas parce que, comme j'avais dit dans d'autres émissions, des gens qui sont venus au Canada, je suis étudiant ici au Canada, ils font des associations, ils disent on va se mettre ensemble, on va berner. Moi, j'utilise le mot berner. Les autres qui sont là-bas parce qu'ils ne contrôlent rien, ils ne savent rien. Faites bien de le mentionner parce que souvent, c'est ce qui se passe. On les retrouve sous les ponts, dans les églises, aérés, partout, à chercher des parce qu'ils fuient le rapatriement. Voilà. Ils fuient le rapatriement. Quand ils vont dire non, leurs parents, ici que tout va bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous le voyez, ça s'habille bien, c'est pas vrai. Quand ils voient même une petite voiture de police, ils n'ont pas. Il y a quoi et tout. Donc c'est ça. Parce qu'ils ont posé qu'ils n'ont pas voulu suivre le formalisme, tout ce qui est formel. Faites recours aux spécialistes qui s'y connaissent. Ils sont agréés et ils sont spécialisés dans le droit d'asile. C'est leur travail. Ne faites pas les démarches d'abord. Parce que je vais vous donner encore un exemple. Lorsque l'agent apprend votre dossier, il vous met sous écoute, il vous enregistre, il vous enregistre. Il va dire pourquoi vous fuyez votre pays, pourquoi vous ne voulez plus retourner dans votre pays. L'asile est le dernier recours, le dernier statut, c'est-à-dire la dernière chose à faire recours. Et donc, quand tu te rapaties, quand il y a un problème, tu demandes l'asile. Mais tu oublies qu'il faut juste demander à parler à ton conseil. Parce que quand tu demandes l'asile, il va te poser la question. Il ne commence pas à enregistrer. Tout ce que tu as eu à dire sera utilisé à l'audience. Et le juge prendra la copie. Il va te cuisiner avec ça. Alors que tu n'étais pas préparé, tu n'as pas eu conseil qui t'a préparé, psychologiquement, mentalement, c'est pas comme ça on dit. Les tests ne sont pas réguliers. On ne va pas présenter maintenant. Et si on présente comme ça, on va ajouter une stratégie pour ne pas se faire coincer à l'audience. C'est ça. Si la personne est spécialiste de droit d'immigration, il faut qu'il soit spécialisé en droit d'asile. Investiguer pour savoir. Ainsi connaître le fonctionnement des tribunaux. Comment ça se passe. Comment les brouages. C'est ça. Malheureusement, toutes ces choses que je dis, les gens pensent qu'on est trop rigoureux, on est trop sévère. Mais il y a trop de cas des Africains ça ne va pas bien au Canada. Beaucoup d'Africains ne vont pas bien au Canada. Que ce soit des étudiants qui ne respectent pas les choses, qui ont bousillé le statut, que ce soit même des résidents permanents. Dans beaucoup de pays qui ne respectent pas les choses. S'il vous plaît, demandez des conseils. Cherchez même à se faire évaluer pour avoir tous les conseils nécessaires. C'est mieux. Cessez de faire confiance à la parenté, aux cousins, aux amis ou des gens qui sont au Canada. Ce n'est pas parce qu'ils sont au Canada qu'ils vont défendre votre dossier, non. Vous avez vu les cas. Justement, on se dit que j'ai un cousin au Canada, j'ai un ami, il est là, il va m'aider, on le confie. C'est ça qui amène des problèmes. Ils sont une quête de territoire à vie. Leurs enfants, leur famille et tout le monde. C'est ça. Ou bien on va dire non, on a trouvé des gens en Afrique, ils ont dit qu'ils sont représentants de telle personne, c'est un conseiller, c'est un représentant et tout. Qui t'a dit que c'est lui? Avez-vous vu son nom qui est inscrit par le gouvernement canadien, lui là? Avant qu'il défende ton dossier, il doit être un. On sait que je ne fais que le marteler. Le spécialiste n'a pas l'obligation de résultat. Il a l'obligation de moyens. Le visa est un privilège, ce n'est pas un droit. Le décideur, le juge peut décider d'accepter comme peut ne pas accepter et les frais sont non remboursables. Le gouvernement ne rembourse pas. Le cabinet ne rembourse pas. En immigration, c'est comme ça. Donc réfléchissez avant de vous investir. Merci. C'est à vous de savoir si la personne est compétente. Si la personne est spécialisée, il a tous les agréments, faites vos investigations et vérifiez tout ça. Et maintenant, vous prenez la décision et vous formez le client et le conseil forment une même partie. Ils sont ensemble pour pouvoir ensemble gagner ce dossier-là. Voilà. Merci beaucoup à vous, Edmond Sadono. Avant de vous laisser partir, rappelez-nous une fois encore comment contacter le cabinet Canada Expert.
Pour contacter Canada Expert Pro, il a un seul numéro central. Ok? Parce que le bureau, c'est à Montréal, au Canada, parce que beaucoup de personnes nous appellent, disent, quel est votre bureau en Afrique? Non, Canada Expert Pro à Montréal. Et donc, Montréal au Québec, en point du Québec, c'est le plus 1 514 546 1501. Probablement, ça sera affiché. Plus 1 514 546 1501. Sur WhatsApp et sur appel direct. Et vous appelez une fois. N'insistez pas. Laissez un message. Votre nom, votre prénom, votre pays de résidence, le motif, votre but en termes d'immigration au Canada et annexez votre CV. Si possible, votre date de naissance et votre CV détaillé qui contient vos expériences de travail, de stage, les formations académiques et toute information qui nous permettront d'analyser correctement votre profil. Voilà comment, et après nous allons nous rappeler. Parce que Canada Expert Pro, beaucoup de personnes qui nous écoutent vont dire qu'ils ne retournent pas les appels. Vite, ils ne répondent pas vite. Ici. Non, mais c'est ça. Nous avons beaucoup d'appels. Et nous n'allons pas prendre tout le monde. On prend un petit nombre. Et on se concentre sur ça. On trie. On n'est pas là pour des clients, pour avoir beaucoup de clients. Non, nous ne sommes pas là pour de l'argent. Nous sommes diversifiés. Nous faisons plusieurs choses. Donc on ne dépend pas de l'immigration. Nous avons foi. Nous sommes des spécialistes, des professionnels qui peuvent conduire votre dossier à terme. Donc voilà. Et la mission du Canada Expert Pro est former que les Africains bénéficient des compétences nord-américaines pour à leur tour venir en Afrique et mettre à disposition de ça pour qu'on puisse former les autres personnes. C'est comme ça que notre pays aussi peut prendre son essor également. Sinon, on va se développer, mais les autres pays seront toujours en avance sur nous. Merci beaucoup à vous, Edmond Sadonou. Je rappelle que vous êtes consultant conseil agréé en droit d'immigration au Canada, expert comptable fiscaliste du Canada, commissaire à la sermentation et aux affaires du Canada et PDG des cabinets Canada Expert Pro. Edmond Sadonou, une fois encore, merci beaucoup. C'est un plaisir. Téléspectateurs, c'est la fin donc, de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.